Bonjour et bienvenue dans ce podcast. Dans le cadre de Bâton Studio, j'interviewe des personnalités sur leurs croyances. Ici, nous parlons de tarot, d'astrologie, d'amour, de substance, de fantômes et de magie. Dans cet épisode, je reçois la magnétique Mademoiselle Agnès. Agnès est une figure emblématique de la télévision française et de l'univers de la mode. Elle débute dans les années 90 sur Canal, dans l'émission Nulle part ailleurs, où son ton décalé et son style inimitable séduit les esprits. Passionnée de mode, elle collabore avec l'édition française de Vogue, puis fonde sa société de production La La La, spécialisée dans les reportages sur la mode et la haute couture. Elle produit notamment Signé Chanel, un documentaire feuilleton en 5 épisodes sur une collection haute couture Chanel, diffusée sur Arte et acclamée à l'international. Mademoiselle Agnès est également adorée pour ses habillés pour, où elle commente les défilés avec humour, style et acuité. Mademoiselle Agnès, c'est un ton, une allure, une intuition. Elle éveille, elle amuse, elle inspire, toujours avec éclat. Moi, je la vois comme un modèle. Même bien avant de la rencontrer, il y avait cette reconnaissance intime qui ne demandait qu'à être confirmée. C'est donc avec une émotion certaine que je vous partage cette conversation précieuse. Cet épisode est la deuxième partie d'un échange en 2 temps. Nous y parlons de 2 étoiles qui se rencontrent, d'une pluie torrentielle, du pouvoir des mots, de comment choisir les bons mots peut, parfois, changer la réalité. Et puis de mémoire, de ce que ça veut dire, se souvenir. Je vous souhaite une écoute douce et inspirée. Au Vietnam, elle avait 8 mois et demi. Petite, il n'était pas question qu'elle ne sache pas qu'elle était une enfant adoptée. Les mots sont différents. Avec un enfant, ça va tellement vite. Il marche, il parle, il rejette tout, il pose des questions et tu t'adaptes effectivement en fonction de son évolution. Mais quand tu leur racontes des histoires le soir pour s'endormir et que tu n'as pas forcément un livre, j'avais eu ce bouquin qui s'appelait J'ai 2 mamans et qui est une femme qui avait adopté, qui avait écrit Tu as 2 mamans, la maman en gros génétique et la maman, celle qui va te donner de l'amour et celle qui t'a donné la vie. Bon, et puis c'est vrai que j'avais commencé à lui lire et puis je sais pas, en le lisant, je me disais j'ai 2 mamans, c'est peut-être un concept un peu compliqué. Enfin bon, je suis vraiment partie dans les étoiles quoi. Et je me suis totalement persuadée qu'on était 2 étoiles parmi les étoiles, mais qui évidemment brillaient beaucoup plus que les autres. Désolée. Non, mais que cette lumière qu'on envoyait l'une et l'autre était d'une espèce d'attirance et d'attraction folle et pouf, tu vois, et qui fait qu'on s'était retrouvés ensemble. Donc j'étais un peu partie sur cette histoire-là pour pouvoir lui expliquer en ne voulant absolument jamais employer vraiment les mots d'abandon, parce que si on n'a pas, 90% de la population qui n'a pas peur de l'abandon, donc il n'y a pas d'abandon, il n'y a qu'une rencontre de 2 étoiles. De 2 étoiles dans le ciel. Le ciel m'aide. C'est quelque chose que je regarde beaucoup plus qu'avant, où on a tous tendance à marcher en se regardant les chaussures. Tu vois, comme je marche beaucoup dans Paris, à un moment, lever les yeux au ciel, pour plein de raisons, ça me fait du bien. T'as les nuages, mais il y a toujours le soleil au-dessus des nuages. Donc, tu vois, ça peut me permettre de m'aider. En fait, voilà, je m'attache plus qu'à je fais ce que je peux, c'est plus d'essayer de me dire fais de ton mieux. On a beaucoup plus de pouvoir que ce qu'on pense, beaucoup plus sur soi, beaucoup plus de contrôle à un moment donné. Si tu n'en prends pas conscience et que tu ne réalises pas que souvent c'est des excuses, alors évidemment que tu peux appeler quelqu'un et dire « Ah, excuse-moi, je suis en retard, je suis dans les embouteillages », même si c'est pas vrai, on s'en fout, c'est des pieux mensonges, ça. Mais à un moment donné, on ne peut pas... Tu vois, c'est pour ça que je te dis le vocabulaire, c'est important de changer. Parce que tu as des gens, à chaque fois que tu les croises, tu leur dis « Ça va ?» Ils disent « Je suis fatigué ». Systématiquement, c'est toujours cette même meuf ou ce même mec qui te dit tout le temps « Je suis fatigué ». À un moment, tu as envie de dire « Repose-toi quoi ». Eh ben, tu sais quoi ? Repose-toi. Ou la prochaine fois, quand je te demande si ça va, tu me dis « Très bien, je me sens reposée ».
Peut-être que là, à force, un peu méthode Coué, mais peut-être qu'à force, au lieu de dire je suis fatiguée, tu dis oh, je suis très reposée. Ouais, ça Et change. ben, tu vas finir par. Exactement, ça te change la perception du truc. Rien que de dire je suis fatiguée, de dire je me sens très reposée, tu vas. Ah, ton visage s'ouvre, tu vas peut-être sourire, ça va peut-être t'aider. Donc en fait, c'est des petits trucs. Donc ta spiritualité, elle passe vraiment par le mot et le corps. Et par le fait de se responsabiliser, quoi. Oui, c'est introduit en ce moment beaucoup par le corps, qui est certainement la partie de moi, pour plein de raisons, que j'avais laissé de côté, puisque j'ai pu me permettre qu'on le maltraite, ou qui n'était qu'un physique, une paire de seins, un attribut, presque un objet, d'arriver à lui redonner du corps, du vivant, de l'émotion, et ça j'ai vraiment besoin de ça, et qui pourrait tout à fait passer par faire du pilate, ça me fait du bien, tu vois, je suis pas encore partie dans le trip yoga avec toutes nos copines, ou le gang des serre-têtes, la tête en bas, en poirier 2h25 sans moufter, j'en suis pas là. Là, tu vois, la méditation, comme Lucas en pratique beaucoup. Il fait 1 heure par jour. Ouais, il fait 1 heure par jour. C'est quelque chose auquel je médite pas, mais déjà je respire. Même là, au cours d'une interview, d'une conversation comme ça, peut-être que si à un moment on se dit tiens 3 secondes. Est-ce que je suis en train de me fatiguer moi-même? Non, mais c'est des réflexes maintenant. Franchement, si j'arrive pas à dormir, si je le fais vraiment, peu importe 5 fois, 30 fois, bien respirer, en avoir conscience, relâcher. En fait, juste décélérer et se permettre de ressentir, quoi, de pas avoir peur de ressentir. Et donc, du coup, d'être dans le silence. Enfin, ouais, c'est comme si t'enlevais un masque, en fait. Bien sûr. Et qu'il y avait se rencontrer soi. Rencontrer les gens vraiment et différemment. Tu parles du fait que tu as 56 ans et que voilà, et que ça va peut-être être ta première fois. Enfin, c'est ça en fait, c'est oser. Il y a plein de gens qui sont non, mais c'est bas les masques, hein, quand même. Ouais. Est-ce que tu es superstitieuse? Alors, je suis conditionnée par les superstitions et les phrases toutes faites. Je veux dire, on se passe pas le sel. Bon, ben voilà, du coup, je passe pas le sel. On passe pas sous une échelle, je passe pas sous une échelle. Je n'ai pas envie de tenter le diable. Moi, le sel, franchement, j'ai pas envie de l'attraper avec la main. Alors, c'est pas gênant de lui dire, pose-le, tu vois, et je le prends derrière, quoi. Ou, alors, non, il y a un truc que j'aime bien. Est-ce que je l'ai, là, d'ailleurs? J'aime bien les pierres. J'en ai plusieurs, et j'en ai une. Je l'ai, depuis le début. Elle était dans ta poche? Dans ma poche, ouais. Alors j'en ai plusieurs qui ont des couleurs différentes. Waouh, j'adore. Ouais, je l'adore celle-là. Mais tu peux pas savoir comme c'est un soutien dans mes. Je sais pas, je pense à un truc où je dois prendre une décision, je vois ce qu'elle me fait, je sais pas, j'aime bien l'avoir avec moi. J'aime bien avoir un petit truc dans ma poche. Mais ça peut être des amandes. C'est Sonia Rykiel qui avait toujours des petites noisettes dans sa poche, ou je sais pas, t'as un petit coup de mou, t'as tes petites noisettes, quelque part, que ce soit une énergie nutritive. Ouais. Ou, les chocs dans des... Là, j'avais été voir Maya, qui est une marque Sentara, qui est maquilleuse et qui fait, pour un événement, et elle m'avait fait choisir 3 pierres. Ok. Donc je les ai, Swan aussi avait choisi ces Et elle t'avait pierres. raconté ce que celle-ci, elle avait comme bien fait? Qu'est-ce qu'elle avait comme bien fait? Je m'en souviens pas. Pauvre Martina. Pauvre Maya. Non, mais j'ai un gros... C'est pour ça aussi, le théâtre, les trucs d'acting, la mémoire, c'est un truc de fou, quoi. Avec l'âge, ça s'arrange pas, hein. Ouais, enfin bon, avec l'arrêt de l'alcool, ça s'arrange, je pense. Ah oui, ça va mieux. Donc arrêtons les vérités générales. Enfin, non, tu vois, mais ce que je veux dire, c'est que ça se travaille. Et au lieu de se dire, merde, j'ai pas de mémoire, le fait de me remettre à apprendre des textes ou à apprendre des poésies, je vois bien que je perds pas complètement la boule. Évidemment. Mais que si je me donne un peu de mal et que je travaille un peu et que je dois apprendre ce texte et que je n'ai pas le choix. Mais moi, je pense à toutes mes potes actrices ou acteurs, mais quand ils se tapent
tartine, mais faut pas croire que ça a été forcément facile pour eux, quoi. C'est du taf, quoi. C'est du taf. Donc à un moment donné, je réalise effectivement qu'on est un peu obligé de se donner les moyens de ses ambitions. Parce que sinon, sans travail... Et tu vois les progrès? Moi, j'ai eu bah oui, mais parce que j'ai eu beaucoup de chance. Enfin, chance. Les choses sont arrivées un peu... est-ce que je les attirais? Est-ce qu'on me les envoyait? J'ai quand même eu des facilités de par mon travail, d'aller très vite trouver des jobs, arriver à la télé, devenir Miss Météo et Madame Mode et machin. Et tout ça, ça s'est enchaîné tellement rapidement que j'ai pas eu l'impression d'avoir travaillé. J'ai beaucoup travaillé concrètement pour faire bien les choses que j'avais à faire, mais toujours un peu, pas subi, mais tu vois, elles arrivaient à moi. Alors qu'aujourd'hui, les temps sont beaucoup plus difficiles, j'ai pris des décisions comme arrêter la télé, m'éloigner du milieu de la mode, donc je suis aussi à un moment de ma carrière, après un bon coup de mou, où moi il faut que je réinvente tout, peut-être un modèle, redéterminer mes envies, faire des choix, tu vois, le truc est le plus important aujourd'hui, voilà, pour moi c'est quand même de prendre des décisions c'est difficile, mais de faire des choix. Pas tergiverser 3 heures. Bah, si j'ai fait ce choix-là, bah, j'y vais, mais sinon, t'avances pas. Enfin, en tout cas, tu te transformes pas. Ouais. Et là, tu es en pleine transformation. Je dirais ça. Je dirais ça aussi. Tu crois en la vie après la mort? Bon, non. Non? Non. Non. Je crois plus à ce que ça peut permettre d'accomplir aux personnes qui restent. Si tu disparais, en fait, c'est dans ce sens-là que ça m'intéresse plus, en fait. Je me dis que peut-être que des personnes qui ont vécu des drames et qui ont perdu un enfant, tu perds une amie, tu perds une mère, tu vois, qui est certainement... tu vois, j'ai eu 2 fiancés qui avaient perdu leur maman jeune, tu vois, un à 10, un à 15 ans, et je vois ça peut être la plus grande souffrance, enfin ça peut, comme tout. Mais c'est un énorme chagrin. Un énorme chagrin, mais un chagrin fou auquel tu peux penser tous les jours, ou un enfant, qui est certainement la pire des choses qui puisse arriver de perdre son enfant, tu vois, mais que parfois cette souffrance-là a permis d'aller peut-être chercher l'amour plus que quelqu'un d'autre, et que, enfin tu vois, j'aime bien que peut-être tu laisses une âme s'en aller. Par exemple, moi, peut-être que cette fausse couche, ben, j'ai rendu une âme au ciel, et j'ai eu Swan. Et aussi, je me pose beaucoup la question pour les autres, en fait, ce que ça fait à l'autre quand tu perds, ce que ça représente la perte de quelqu'un pour ceux qui restent, en fait. Donc, me donne presque envie, de plus que de penser à la mort, de penser quand même à la vie et d'apprendre à vivre du mieux possible, et tant que possible ensemble. Ça devient un peu crétin, mais j'ai du mal à comprendre à quel point on peut être désunis et déshumanisé en ce moment, quoi, tu vois. T'as déjà vu des fantômes? Dans les rêves. Je rêve quand même, je suis quelqu'un qui rêve beaucoup. Le fantôme se matérialise plus comme quelqu'un qui serait venu me parler dans mon rêve. En fait, j'écoute ce qui se passe dans mes rêves, tu vois, et je les mets plus de cet ordre-là, les fantômes. Je comprends qu'il y ait des gens qui puissent être connectés avec les morts ou parler avec un mort, avoir un message qu'ils puissent recevoir. Tu vois, parmi les dons, on n'en sait rien, quoi. Moi, j'ai pas de problème, je suis pas du tout quelqu'un qui va voir à mort des voyants, tout ça, j'en ai un peu peur, mais je crois en la capacité d'avoir des dons de médium, de voir des choses, de pouvoir communiquer avec l'au-delà. Enfin, tout ça, moi, je suis très open, quoi. Ouais. Très open. Et Après, d'ailleurs, tu parlais de ton don. Chacun a un don. Tu as conscience de ça, et tu as conscience que, bah, en fait, la perception, c'est hyper personnel, et que du coup, tu respectes ça. Ah, que je le respecte totalement. Il faut ouvrir un peu ces possibilités-là, quoi, les voir comme des champs des possibles. Retournons dans les rêves. Qu'est-ce qui se passe selon toi quand on rêve? C'est l'inconscient, c'est justement un pont qui se crée entre justement cet univers, tout cet univers invisible. C'est quoi pour toi les rêves? Me permettent de faire attention à quelqu'un, peut-être éveiller ma curiosité,
Donc, par exemple, je sais pas, t'as ma grand-mère et tout d'un coup avoir envie de creuser pour en savoir plus sur qui était ma grand-mère, en fait, ça peut éveiller ma curiosité. Peut-être de l'écoute, de l'attention, de l'écoute, ça me met en garde. Tu prends conscience, en fait, c'est un truc de conscience, quoi. Ben, j'y attache une importance dans la signification, mais alors peut-être que je m'intéresse pas assez à l'histoire des rêves, où tu sais, par exemple, le fait d'apprendre, quand tu apprends un texte le soir et tu sais très bien que quand tu dors dessus, je vois avec ma fille, tu vois, ça marche hyper bien et tout d'un coup, le matin, le texte revient, c'est fluide, enfin, à quel point on doit bosser la nuit, en fait. Le cerveau est pas complet, tu vois, n'est pas au repos et il travaille et il intègre, il ingère, il digère et de la manière dont ça peut ressortir le lendemain matin. Et donc les rêves me prennent quand même un peu la tête parce que si je ne suis pas là forcément en train de les noter, mais je les prends pas comme c'est pas rien. Enfin, c'est puissant, quoi. Ça peut être hyper puissant des rêves. Je pense que les rêves, c'est tout qui se passe, effectivement. Moi, je pense que justement, c'est dénué de réalité. Il n'y a pas de réalité parce qu'elle n'est pas partagée. Elle n'est pas partagée, ça n'a pas de sens. Mais en revanche, en termes de sensations, d'émotions, c'est le miroir de notre évolution, de ce qui se passe réellement, dans notre réalité à nous, dénué de réalité. Okay. Et il peut y avoir des ponts. C'est-à-dire que vu qu'il n'y a pas de réalité, c'est-à-dire de monde matériel, effectivement, je pose la question parce que pour moi, c'est un endroit où ma grand-mère peut venir me parler, où il peut y avoir des rêves prémonitoires, et j'en ai plein dans le podcast. Enfin, je veux dire, et toi, ta réponse, elle est encore dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'en tout cas, on bosse peut-être plus que la journée, écrasé par la réalité. Ouais. Donc voilà, c'est encore une piste hyper intéressante de réponse et de réflexion. Agnès, il y a de la magie dans la vie, où est-elle ? Rire, c'est magique, quoi. Rire, c'est magique, ça rajeunit, ça fait du bien, c'est indispensable pour moi, l'humour, le rire. Tu verras, enfin, je veux dire, voilà, le rire de ton enfant, quoi. Quand tu as un des enfants qui rit, les enfants, c'est magique, je vais te dire. Les enfants, c'est de la magie. Tout est magique. Le fait de pouvoir donner naissance à un enfant, leur manière d'appréhender le monde, de raconter les histoires. Il y a plein de choses maintenant qu'on fait beaucoup par le théâtre, quand tu n'arrives pas à expliquer un truc, que tu es perdu dans tes... Enfin, tu sais, comme quand l'enfant il te demandait pourquoi, et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi. Ça, c'est un exercice génial à faire, à faire ça. Pourquoi ça m'énerve ? Eh ben parce que quand elle réagit comme ça, elle me dit mais pourquoi ? Eh ben parce qu'à ce moment-là, ça me met en colère. Ben pourquoi ça te met en colère ? Ben parce que mon père, il me disait ça comme ça, et en fait, je supporte pas cette autorité. Ah bon, et pourquoi tu supportes pas l'autorité ? Ben parce qu'à l'école, on me faisait. Enfin, tu vois, cette idée de creuser, d'aller diguer. Pourquoi ? Et les enfants, quand ils posent des questions, c'est souvent pourquoi. Et que parfois de se dire comment tu le dirais à un enfant de 5 ans, ou même. Comment ils expliquent les choses si simplement. C'est tout simple, souvent. On se complique, là, tu vois. Donc la magie, c'est simple. C'est quelque chose qui est à l'enfance, à quelque chose justement de pur, de simple. Ça, je trouve ça assez enfantin, quoi. Est-ce que tu avais une expérience magique à raconter ? À Bali. Non, mais alors, vraiment, du champignon en jerrycan, un jour de l'an, année 2000 à Bali. Et donc, une villa incroyable avec des nénuphars, tu sais, un petit peu d'eau là. Bali, quoi. Ouais. Mais je te jure, j'ai marché sur l'eau. Hein. Mais comment ça ? Ben, j'ai l'impression. J'ai pris des champignons. C'était dans un jerrycan, comme un jerrycan d'essence, et il y avait des verres, c'était jour de l'an 2000. Et ce qui me reste de ce trip, c'est que j'ai marché sur l'eau. Incroyable. Mais que je traversais comme ça. C'est resté quelque chose que j'ai complètement l'impression d'avoir vécu. Voilà. T'étais toute seule ou pas ? Non, il y avait du monde, mais très chouette, quoi. Enfin, c'est pas... Bali, là, j'ai un souvenir de douche tropicale, chaude, démente. Alors ça, c'est un truc, la pluie, j'adore ça. J'adore la pluie, ça, c'est de la magie. D'abord, ça peut me rassurer. Je peux aimer, moi, la pluie,
le bruit, là, aller mettre sous mon parapluie, ou pas, même pas de parapluie, j'adore la pluie chaude, la pluie. Et tu vois, quand je suis allée chercher Swan avec ma mère au Vietnam, on est allé acheter on m'avait dit, j'avais une liste de choses à emporter pour le Vietnam, mais pharaonique, de l'ordre mais n'importe quoi. Mais pourquoi? Parce que il faut les couches, les bribirons, les trucs, la poussette, bon. Et Hélène Darroze m'avait dit, non Agnès, t'emmerdes pas à prendre la poussette de Paris, tu vas dans n'importe quel petit magasin à Hanoï et tu trouveras une poussette. Donc nous voilà partis de l'hôtel, on était au Métropole, qui est un hôtel absolument, là c'est de la magie aussi, de Hanoï. Et le concierge nous dit, oui, vous prenez 3 rues à gauche et il y a un magasin, vous trouverez des poussettes. Et on s'en va avec ma maman, tout allait bien. En une rue, en 20 mètres, une pluie, mais folle, mais des trombes d'eau, mais chaudes, comme ça. Et on est arrivé dans ce magasin, mais en si peu de temps, il y avait déjà de l'eau, même à l'entrée du magasin. On a dû enlever nos chaussures et on a trouvé il y avait plein de poussettes et j'ai trouvé cette petite poussette canne avec le drapeau vietnamien, mais que j'ai toujours. Et ce moment de partage avec ma mère, sous la pluie battante, revenant avec la poussette, sans chaussures, pieds nus dans Hanoï. C'est merveilleux, quoi. C'est un moment qui mène à ce rêve-là qu'allait devenir réalité, tu vois. La veille d'aller chercher Swan le lendemain matin, tu vois. Est-ce que tu crois au destin? On fait des choix. Est-ce que ces choix contrarient ce qui a été écrit ou pas? Tu vois, en fait, c'est là où j'arrive pas à relativiser, à les relativiser forcément. Mais il y a des rencontres. Je crois aux rencontres. J'ai eu des rencontres très déterminantes dans ma vie et qui m'ont permis que ce soit le travail, rencontrer vraiment la bonne personne. Quelque part, moi qui venais de Courbevoie, me retrouver dans le 8e pour arriver à travailler dans un journal chez Philippe Aki, sur les Champs-Élysées. Il y a Paris Match, lui, photo, magazine, me retrouver à Canal. Enfin, je veux dire, c'est de l'ordre, là pas de la magie, mais enfin, tu peux quand même te dire, mon Dieu, j'avais des rencontres vraiment qui ont changé ma vie, quoi, et presque un transfuge de classe quasiment. Venant de ma banlieue, là, de Courbevoie, même si je suis née à Pau et mon frère est né à Marseille. Donc il y a eu des rencontres, j'ai eu des coups de foudre en amour, mais vraiment des coups de foudre, quand je te dis, quand j'avais rencontré Alexis, qui était réalisateur pour Canal, donc mon premier grand amour, où j'étais pas encore à Canal, j'étais encore à Paris. On avait une grosse fête, c'était pendant le festival de Cannes, une fête dans une villa où tout le monde dansait, voilà. J'étais dans la soirée avec Sabine, et Alexis est rentré, mais je te dis, un coup de foudre, c'est un courant électrique, mais j'ai vu la foudre tomber du ciel, hein. Je l'ai vécu comme ça, après on peut dire complètement folle celle-ci, mais et je sais que j'ai souvent, dans le genre, je ne sais pas si c'est moi qui me resserre les mêmes plats, mais enfin j'ai eu 3 rencontres, à chaque fois je suis restée 8 ans, avec donc des relations, tu vois, de 8 ans, démarrées à chaque fois... quasiment pas aussi fort que vraiment la foudre qui m'est tombée dessus quand j'ai rencontré Alexis, où là c'était au sens propre comme au sens figuré, où j'ai eu l'impression de le vivre comme ça. Bon, ce qui n'est pas ce que je me souhaite là, un coup de foudre. Paraît un peu, comme je suis plus j'ai envie de fuir les relations un peu toxiques, ou de me dire le danger, je le fuis. Mais ça peut être instantané et pas forcément dangereux. Bien sûr, mais... Restons sur un coup de foudre, mais pour quelqu'un qui n'est pas toxique. Tout à fait. Pourquoi pas? Mais enfin, j'aimerais... cela dit, j'ai pas eu forcément... j'ai eu une expérience, disons, de coup de foudre. J'ai pu penser que ça avait donné quelque chose d'assez toxique à la relation, mais ça n'a pas du tout été le cas les 2 premières fois, donc tu as raison. Mais bon, c'est vrai que parfois on se dit... je voudrais peut-être, comme t'écrirais un enfant, jeune fille,
oh, je voudrais qu'il soit, et tu donnes que des critères physiques, tu vois. Je pense que si je devais faire une liste aujourd'hui pour rencontrer un mec, je pense pas que je mettrais des critères physiques. Tu mettrais quoi dans comme ma critère liste. du coup? Tu vois, j'essaierais de me concentrer sur vraiment ce que je veux et ce que je veux pas et ce dont j'ai besoin. Donc si c'est quelqu'un qui me... si dans les priorités, il doit pouvoir me faire rire, eh ben je l'écrirais. Si c'était... Je vais te dire un truc, mais... qu'il ouvre la porte, me précède toujours et ouvre la porte si ça me faisait plaisir, ben je l'écrirais. Ça veut dire que le premier qui me met la porte dans la gueule, il dégage en fait. Ouais. Non mais tu vois, je me dis que par rapport à cette histoire de trouver l'amour ou de retrouver l'amour, j'ai l'impression que c'est pas du luxe de se faire, quand je dis une petite liste. Après moi, ce qui me paraît important, finalement, dans ces trucs d'amour, c'est plus la notion de couple, qui est quand même un peu, ou parfois mystérieuse, ou énigmatique, où on ne comprend pas pourquoi t'es si bien, et pourquoi, quand les gens se retrouvent en couple, ça va si mal. C'est que, comme je suis seule, je ne suis pas seule, puisque j'ai Swan, évidemment, mais même je m'accorde des moments de solitude. Enfin, en tout cas, j'ai une appréhension plus du tout la même de la solitude, qui est quelque chose que j'apprécie vraiment. Alors je fais gaffe à pas l'apprécier trop parce que c'est pas l'idée, mais qu'en amour avec quelqu'un et dans le couple, j'ai l'impression qu'il faut respecter aussi la solitude de l'autre et que ça me paraît être un bon critère. De pas vouloir être comme dans des rapports peut-être un peu de domination, de possession de l'autre. En fait, c'est ça qui nous fout le merdier, je crois. En quoi tu crois de manière générale? J'essaye de croire en moi. Ouais. En ce moment. C'est my mission. Yeah. Ok. Je dirais que je serais plus sur une mission, alors là, on peut appeler ça comme on veut, individuelle, mais de plus en plus avec le collectif et les gens, tu vois, aux belles histoires d'amitié, à celui qui, sur lequel tu peux compter parce que qui te connaît, qui t'aide à te connaître toi-même, quoi, et t'apprécie pour qui tu es, en fait, et qui t'accompagne dans tout ça, tu vois. Je crois vraiment à l'amitié solide et c'est précieux et j'ai peut-être pas toujours fait suffisamment attention à ça aussi. Donc là, c'est quelque chose auquel je m'attacherai. Et puis que pour être généreuse, effectivement, avec les autres ou à l'écoute, ou quand même, connais-toi toi-même. Et puis, aide-toi, le ciel t'aidera. Ah ouais. Tu vois, plus que... Laisse-toi crever, le poisson va sauter sur ton vin. Va venir t'aider. Aide-toi, le ciel t'aidera. Je veux bien prendre ça, comme, pas comme mantra, mais je pense que c'est pas mal. Et j'en ai une autre, l'excès nuit en tout. Ça nous parle, ok. En ce moment, je me dis, de le voir comme ça m'aide. Pas besoin d'en faire des caisses, pas besoin, tu vois, ce trop qui m'a beaucoup nourri, dont j'ai pu même être fière d'être un peu too much et d'en faire trop, et comme je fais là, voilà. C'est pas la peine. Le tarot, normalement c'est la première question du podcast, mais nous on a commencé par parler direct d'alcoolique. Mais je voudrais quand même revenir là-dessus. Non, j'ai beaucoup pensé à toi parce que j'ai vu un film, j'oublie le titre espagnol, assez mignon, Septembre sans attendre, je crois que c'est le titre. Sur un couple, à voir. Ah ouais, enfin vraiment joli film, sympa à voir parce qu'ils décident de... En fait, ils vont se séparer, mais ils vont faire ils vont faire une fête, presque comme un mariage, mais pour la séparation. Ils vont s'organiser une cérémonie, et bon, en fait, c'est beaucoup plus sur les personnages, comment ils gèrent ce moment où ils étaient ensemble et ils vont se séparer, le dire aux autres, enfin bon, petite balade comme ça. Et à un moment, ils sortent un jeu de tarot,
Et c'est un jeu de tarot, c'est le tarot de Bergman. Donc tu le vois dans le film, il est hyper beau. Ouais. Oh là là, il est hyper beau. Je dînais peu de temps après avec, je peux le dire, Géraldine Pellas et Christopher Thompson. Ouais. Et on parlait cinéma et on parle du film. Et Géraldine me dit, elle l'a commandé, mais bon, la provenance, c'est chinois. Hein. Mais elle a dit, enfin, et puis je l'ai trouvé tellement beau. Et je te dis, j'ai vraiment pensé à toi. Et je voulais te l'offrir. Et attends, et elle se le tire, enfin... Ah, alors je ne sais pas du tout quel rapport, si c'est la fascination, l'admiration pour Bergman en tant qu'actrice, enfin tu vois, qui les avait fascinés tous les deux, que le jeu de tarot en lui-même. Tu me dis tarot, je te dis j'ai pensé tarot de Marseille, franchement ça me renvoie à mon enfance, parce que mon frère est né à Marseille et que j'ai vécu à Marseille jusqu'à mes 5 ans, que c'est un peu la ville aussi de mon père, qui est enterré à Marseille, tombe sur laquelle je suis encore jamais allée, mais qui est un projet. Donc tarot, j'ai envie de te dire Marseille. C'est Marseille pour moi. Il y a quelque chose du sud. Il y a la chaleur, il y a le soleil, ça chante, il y a, je sais pas. Et toi, l'expérience même que tu as vécue avec moi, t'es pas très voyante, toi, tu disais, tu vas pas... J'ai peur. Ouais, t'as peur. Tu sais pourquoi ça me conditionne? Ouais. Moi, je vais te dire, je suis sortie de notre séance où tu m'as tiré les cartes, optimiste, ça m'a fait du bien, c'est des choses... J'avais sûrement besoin de les entendre, ça m'a même mis un coup de fouet, ça m'a mis sur un chemin de confiance, de visualisation de ce que ça pourrait donner et de la joie et que ça pourrait me provoquer, donc du plaisir, ça m'a un peu mis sur le chemin du plaisir, tu vois, donc vraiment je te remercie pour ça, c'était super. Il y a un truc sur une carte que je développerai pas, qui n'est évidemment pas forcément la réponse que j'attendais à un endroit, mais vraiment plus une question crétine, eh ben ça m'a contrariée. Ah ouais? Ouais, alors ça m'a contrariée. Non, mais je veux dire, le fait de pouvoir y penser, si je doute de quelque chose ou de quelqu'un, ça me met une graine. Ouais, ah oui, ouais. Et ça sème une graine qui pourrait partir d'engrais. Ouais. Cette graine, il lui faut pas grand-chose pour s'engrainer avec le mauvais engrais. Ouais. Voilà, je vois l'image. Ouais, je vois très bien. Voilà. Ouais. Donc, je ne vais pas au-devant de la voyance. Pour ça, justement. Parce que si tant est, on pouvait me dire quelque chose, même c'est pas grave, et que tout d'un coup, je gangrène, quoi, carrément. Tu vois, bah, peut me pousser à la gangrène. C'était anodin, ce truc, quand je te dis ça m'a contrarié. Non, mais c'est intéressant, je te pose la question, tu me réponds. Je vais retirer une carte avec cette même question à un moment, si j'ai le droit. Bah, t'as totalement le droit. Alors, on va regarder, donc les cartes agissent comme des miroirs, tu sais, toujours dans cette histoire de miroir, de tout est miroir. Tu veux de l'eau? Non. Ah voilà, je me demandais ce que j'avais fait de ça. Ça fait officiellement 4 heures que je suis arrivée, tu te rends compte? Oh là là, elle colle. Pourquoi? Je l'ai mise dans ta culotte. Non. Je tire une carte pour voir un petit peu. C'est important de les... La papesse. De nettoyer les pierres. La purification. La purification. La purification de bâton. J'aimerais bien, en revanche, je sais pas si je serais capable de faire des expériences au Pérou. Ben évidemment. T'as pas besoin d'aller au Pérou. Hein. Ah bon? T'as besoin de substances naturelles. Évidemment. Qu'est-ce que je fais? Alors, tu mélanges en respirant bien. Et on va juste tirer une petite carte pour voir dans quelle énergie et quel message vient à toi aujourd'hui. On respire bien parce qu'il faut bien faire circuler tout ça. Et tu prends le paquet dans les mains, tu le mélanges. Et toujours dans cette idée que tu vas bien respirer, mais surtout bien faire rien bloquer. Tu mélanges. Voilà. Ok, tu poses le paquet ici et tu le coupes en deux avec ta main gauche. Le 8 d'épée, c'est une carte c'est une carte mineure qui te donne un conseil. Elle te dit que tu es en train de dépasser des limitations mentales. Tu es en train de te rendre compte qu'il n'y a rien qui t'empêche que toi. Il n'y a que toi qui t'empêchait. Ok.
Et tu es en train de te rendre compte, genre, ah, mais en fait, je suis capable, ah, mais en fait, genre, enfin, tu es en train d'ouvrir ton champ de conscience. Mais tu es juste avant, c'est-à-dire que cette carte te dit, prends-en conscience. Tu es encore plus capable que ce que tu crois. Oui, elle me libère de mes croyances limitantes. Voilà, exactement. Donc c'est l'énergie dans laquelle... J'aime bien ça. Elle est géniale. L'icono de la carte. Donc là, elle est attachée, mais... Mais en fait, elle n'est pas attachée vraiment... c'est elle qui s'attache. Voilà, c'est ça. Tu vois. Parce qu'elle a les mains libres quand même, mais elle a ce ruban. Elle est assez couture. Couture nature. Il y a plein d'épées. Les épées, c'est les pensées. C'est qu'en fait, tu parlais du verbe. Tu es en train de changer ta perception de toi et la perception des choses, et tu es en train de sortir justement de pensées limitantes. On dit ça, mais souvent, oui, ça, en fait, comment ça s'exprime, et ben ça s'exprime différemment, parce que les épées, c'est l'expression, c'est la lucidité, la perception, c'est le monde de l'intelligence, en fait, les épées. Tu vois ce que je veux dire? Il y a 4 couleurs dans le tarot, et les épées, ça c'est le mineur, hein, c'est le 8. Le 8, c'est les scorpions. Mais c'est mon chiffre préféré, le 8. Ça m'étonne pas. Parce que c'est le chiffre des scorpions, et c'est... Ah oui? Ouais. Ouais, j'adore le 8. C'est la régénérescence. Puis un côté l'infini, tu vois. Enfin, bon, en tout cas, le 8 d'épée vient te dire que tu es en train de bosser ça. Okay. Tu es en train de concevoir les choses différemment, de percevoir les choses différemment et de t'exprimer différemment. Et qu'est-ce que ça te fait? Ça te libère. Bon, ça c'est la carte de... Ok. Mais c'est surtout la mineure. Attends, les mineures, elles sont géniales. Mais c'est surtout la carte de coupe. Là, tu vas en tirer une. Ah, d'accord. Ah oui, ok. Avec quelle main? Alors, peu importe, on coupe avec la main gauche. En revanche, on tire avec n'importe laquelle. Vas-y, retourne là. Alors? C'est un roi. Ça veut dire quoi? Je sais pas, selon toi, qu'est-ce que ça veut dire? Ah oui? Qu'est-ce que ce personnage t'évoque? Je sais pas, c'est un super message. Hein. J'ai cru à un moment donné que c'était... Je savais pas si c'était un roi ou une reine, en fait. C'est quelqu'un qui utilise sa passion pour construire. Les feux, c'est la passion. C'est ce qui nous passionne, ce qui nous anime. C'est le feu en nous. J'utilise ma passion pour construire des choses et pas pour me consumer ou consumer. Bien sûr. Et donc, du coup, le roi, il est dans la construction, et la reine aussi, de toute façon. C'est de toute façon, les deux, que ce soit la reine ou le roi de bâton, c'est des personnages qui construisent en se faisant confiance. J'ai confiance et conscience de ce qui m'anime, de mes envies, et donc, du coup, je bâtis un royaume de ça. Ouais. Ça veut surtout dire que tu es en train de travailler la confiance en toi et la confiance dans les autres. J'entends cette confiance mutuelle, réciproque, le fait même de... faire confiance, de prendre confiance, d'avoir besoin des autres pour cette confiance aussi, de faire confiance aux autres. Et le roi et la reine de bâton, c'est vraiment, vraiment, vraiment des gens qui mettent des limites, qui se mettent des limites et qui mettent des limites et des cadres, qui sont en train de cadrer leur vie. Mais tu vois, je te l'ai dit, c'est dingue. Ouais. Mais tu as décrit plus ou moins la carte du 4 de bâton, en vrai. Mais enfin, ça m'a hyper touchée ce que tu as dit tout à l'heure. Je l'ai dit. Ça m'a hyper touchée. En tout cas, ces deux personnages-là sont des qualités que tu es en train de développer, comme tous les cartes de cours. Donc, ça veut dire que tu te lances dans quelque chose qui va être extrêmement constructif. Okay. Quoi qu'il en soit. Oui. Donc, en tout cas, tu es en train, même si tu t'en rends pas compte, peu à peu, de mettre la main sur quelque chose qui va être du solide. Et tu l'auras construit qu'avec ton énergie de feu. Ok. Donc ça touche les passions et ça touche ce que tu construis autour de tes passions. Le roi et la reine, c'est des big boss, hein. Mais c'est vraiment des big boss. De comment je fais pour que ça soit constructif, tout ça. En fait, le bâton, c'est pour construire et pas pour non, pas pour battre les autres, ni pour battre les autres. Non. J'en ai battu avec une baguette de pain déguisée en Anna Wintour. Mais non. Ouais, quelle rigolade. Quand ça pendant habillé. Bon, mais ça c'est bien. On fait les vraies questions maintenant en antenne. Oui.
Merci d'avoir écouté ce podcast. S'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée, à en parler autour de vous et à le partager à vos amis. Pour celles et ceux qui souhaitent des guidances personnalisées ou des cours de tarot, rendez-vous sur mon site, lecadebâton.com. Le Cas de Bâton est aussi sur TikTok et sur Instagram, le Cas de Bâton Tarot. Je vous invite aussi à aller faire un tour sur YouTube, sur la chaîne du Cas de Bâton, si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite pour le prochain épisode. Et en attendant, n'oubliez pas que si on y croit, nos rêves se réalisent. Bonne chance!